développer son potentiel. C'est tout. Et il n'y a pas de raison qu'on brime la moitié de la société qui va se tenir dans un petit coin comme quelqu'un de puni. Ce n'est bénéfique pour personne d'ailleurs. Donc c'est un tout petit peu ça. Et c'est vrai que, et même je pense qu'il est temps d'éveiller effectivement les hommes et les femmes. Parce que même les hommes peuvent en être victimes. Je pense à j'aime pas trop le terme fait divers, parce que c'est un fait dramatique qui s'est passé dernièrement, truc aussi. Mais quand on lit la lettre du monsieur qui s'est ôté la vie et la vie de 3 de ses enfants, on est horrifié et on a parfois, il a fait quelque chose de très grave, hein, qui est condamnable, même malgré qu'il ne soit plus de ce monde, qu'on condamne ce qu'il a fait. Mais en même temps, on se rend compte qu'il fait partie des plus fragiles des hommes. Parce qu'il a pris pour compter tout ce qu'on a dit que la femme devait donner aux hommes. Mais comme vous dites, le Djongé, ce n'est pas quelque chose qui s'arrache, ça se négocie. Qu'est-ce qu'il voulait que sa femme lui donne? Qu'est-ce qu'il voulait exiger? Ça c'est vrai. Je pense qu'il n'a pas compris la limite et qu'il a dérapé complètement. Et que malheureusement, les commentaires n'ont pas... C'est dangereux, moi, les commentaires que j'ai entendus. Parce que quand on est dans une société, qu'il se passe une chose aussi grave, chaque membre de cette société doit prendre ses responsabilités et dire ce qu'il faut dire. Mais pas dire des choses qui pourront encourager demain certains actes. Et malheureusement, ce sont des choses comme ça que l'on a entendues par des personnes responsables de qui on n'aurait pas attendu cela. C'est vraiment... Non, tout à fait. Moi, je pense que sur ce cas que vous évoquez, ça rappelle les normes de genre dans la société et des normes de genre qu'on a voulu garder à l'ancienne et non pas les faire évoluer par rapport à l'évolution de la société. Et ça me permet de revenir sur la socialisation dans nos familles, par nos mères, par nos pères. Et c'est ça, je pense, qu'il faut revoir. Parce que si on ne socialise pas, et le garçon et la fille à l'égalité, au respect, que la sœur et le frère se respectent et se considèrent comme des égaux, je pense que ça pose un problème. Il faudrait que de ce point de vue-là, que l'on puisse vraiment revisiter le modèle de socialisation et que l'on puisse vraiment l'améliorer et qu'il prenne en compte les évolutions de la société. Je pense aussi au mariage. Je pense que quand 2 personnes se marient dans la société sénégalaise, la tradition veut que c'est la fille, c'est l'épouse que l'on prépare. C'est la femme qu'on prépare à son futur rôle d'épouse. C'est à elle qu'on dit qu'il faut qu'elle soit soumise. C'est à elle que l'on dit qu'il faut qu'elle soit là disponible pour son mari. C'est à elle qu'on dit qu'il faut qu'elle veille au bien-être de son mari. Tout ça, c'est bien et tout ça, ça fait partie des rôles des femmes. Mais on ne fait rien en contrepartie pour l'homme. On ne demande pas à l'homme qu'est-ce que lui, il doit faire et qu'il comprenne qu'il a un rôle aussi important par rapport à son épouse. Le Djongé dont on parlait, mais l'homme Djongé, c'est l'homme des temps modernes. Dans son ménage, l'homme doit veiller au bien-être de son épouse. Et c'est ça qu'on nous apprend même en islam, avec l'exemple du prophète qui veillait au bien-être des épouses. Je pense que c'est quelque chose de très important qu'il faut apprendre aux hommes, qu'ils doivent apprendre et qu'ils sachent que quand on se marie, on a un certain rôle, on doit avoir respect, protection, disponibilité et veiller au bien-être de sa femme et non seulement, pas attendre seulement qu'on s'occupe de soi et qu'on ne soit pas disponible pour l'autre. Je crois que le problème essentiel, il vient de là. L'homme n'est pas préparé quand il entre dans un ménage, dans un mariage, dans la vie conjugale. Et c'est la femme qui est préparée,
et qui est préparé à la soumission. Et je pense que dans nos sociétés, et quand il y a des cas d'abus comme ça, eh ben, ça explose souvent et ça fait des situations dramatiques. Donc il faut pouvoir préparer et l'épouse et l'époux et qu'on sache que pour réussir le mariage, il y a les deux qui doivent vraiment donner d'eux-mêmes et participer au bien-être du couple. Mais d'ailleurs, c'est nous qui déformons les choses parce qu'on se dit, par exemple, si on prend l'exemple de l'islam, où on est un pays à plus de 90% de musulmans, où il y a le khouba lors du mariage, professeur. Mais le khouba, maintenant, les époux ne sont pas là. Mais normalement, c'est l'homme et la femme qui devraient être là et qui l'écoutent en même temps. Donc, même si on devait préparer le yap, on yap la yabal digen wissei, là, c'est on devrait le faire, comme vous dites, professeur, aux garçons et aux filles, sous le modèle du type de mariage, en l'occurrence musulman, où on dit ça aux deux. Et c'est ça qui est vraiment omis, en effet. Et malheureusement, même sur le plan de l'éducation, c'est des femmes aussi, on leur a tellement dit que c'était à elles de reproduire la société, de veiller à ce que la société ne chancelle pas, qu'il y en a qui veulent mettre des choses. Moi, je connais une dame que je respecte beaucoup, mais quand son petit garçon, tout gentil, se réveille pour aider à débarrasser, elle lui fait non, 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 non. Un garçon ne fait pas ça. Et c'est sa sœur, en l'occurrence sa grande sœur, qui doit le faire. Déjà, on met des problèmes d'inégalité. On ne pourra rien changer dans la société. Alors qu'il ne pourra jamais apporter tout chez lui. Il aura l'aide sur le plan financier, la société va dans ce sens, de sa femme. Donc, ils ont déjà partagé ça. Donc, pourquoi on ne partagerait pas le reste? C'est ça qui est... Moi, je pense qu'il y a un déficit de préparation de nos garçons, il y a un déficit dans la formation qu'ils ont dans la famille, on ne les prépare pas à pouvoir faire certaines tâches. Moi, quand je rencontre souvent les étudiants dans des voyages d'études ailleurs, ce qu'ils me disent, c'est « mais madame, oula, moi si je savais, j'allais vraiment apprendre à bien organiser ma chambre, à pouvoir faire certains plats, etc. » Parce que, eh ben, ils se retrouvent à ne pas savoir faire un petit plat de tchèbouyap ou de yassa parce que à la maison, ils étaient servis. Ils n'ont pas appris à faire la cuisine, ils n'ont pas appris à ranger leur chambre, à s'occuper de leur linge. D'autres le faisaient à leur place, notamment leurs sœurs ou bien les aides ménagères. Et je crois que ça, c'est pas les aider et ça, c'est pas les préparer à leur rôle futur et à leurs expériences futures. Parce que souvent, ces jeunes garçons-là, quand ils vont étudier à l'étranger ou travailler ailleurs, la première chose, c'est ça, c'est d'expérimenter vraiment leurs difficultés à se prendre en charge et à être autonome. Donc, il manque d'autonomie, en fait, par rapport à toutes ces choses-là, parce qu'on a considéré que c'était aux filles de le faire, alors que c'est bénéfique que les deux apprennent à le faire et ça sert toujours. Donc, cher professeur, nous sommes toujours dans la question de l'éducation. Que pouvez-vous nous dire sur l'éducation et la santé des filles, du capital humain féminin et plus particulièrement pendant la pandémie? Aussi, la religion est l'un des principaux boucliers des hommes pour maintenir la femme sous leur tutelle. Que pensez-vous de cela? Merci beaucoup, Kumba. Je pense que si on s'intéresse à l'éducation des filles, à la formation et qu'on se réfère à la période de la pandémie, peut-être ce qu'on a remarqué le plus, c'est dans les zones rurales où avec la pandémie, il y a eu, je pense, un regain de précarité et je pense ça a fait que beaucoup
de familles n'ont pas pu aider les filles à poursuivre leurs études et à les accompagner justement pour continuer leur scolarité. Donc je crois que c'est l'impact sur les revenus des ménages, des parents, qui a été un facteur qui a beaucoup impacté l'éducation des filles dans certaines zones précaires, notamment dans le milieu rural. Et je vais remercier Kumba pour sa question sur l'éducation des filles et l'impact de la Covid. Parce que récemment, comme il le rappelait, nous avons mené une étude dans le cadre de GEST, justement sur la pandémie et l'impact sur la santé des populations et aussi sur la scolarisation. Et je pense qu'un des aspects qui ressort, c'est que le regain de précarité et l'impact de la Covid sur les revenus a impacté aussi la possibilité de prise en charge des filles et l'accompagnement que les familles offrent donc aux filles. Donc je pense que de ce point de vue-là, on peut dire qu'il y a eu vraiment un impact négatif sur l'éducation des filles pendant la période de la pandémie. Et si on prend même l'exemple des études en ligne, on a vu aussi que la pandémie, puisque les filles restaient dans l'espace familial et essentiellement c'est elles qui ont en charge les travaux domestiques, elles n'avaient pas justement le temps de se consacrer donc, aux études, de se connecter pour pouvoir suivre certains enseignements. Donc de ce point de vue-là aussi, je pense que ça a eu un impact sur l'éducation des filles. Maintenant, l'autre aspect sur la religion, je pense que globalement, on peut dire qu'il y a un problème d'interprétation de la religion dans nos sociétés, dans les sociétés musulmanes de manière générale. Et il y a une interprétation vraiment variable parce que souvent on entend un discours très positif où on nous dit que la religion effectivement valorise la femme et moi j'adhère à ce discours-là et à l'exemple de notre prophète qui effectivement a valorisé les femmes et leur a donné une place. On a vu l'exemple de notre ancêtre Seyda Khadija, qui était une grande entrepreneur, qui était une femme qui avait un statut socio-économique important. On a vu l'exemple de Seyda Aïcha, qui aussi, du point de vue du savoir, était une femme, disons, savante, qui avait un certain savoir et une certaine culture et une certaine éducation. Donc on ne peut pas nous dire que l'islam dit à la femme de rester dans l'espace domestique, de ne pas étudier, de ne pas travailler. Donc ça, vraiment, je pense que c'est une mauvaise interprétation de la religion. Et je pense que ce qu'il faut de ce point de vue-là, c'est qu'on apprenne la religion par nous-mêmes. Je pense que les supports sont là, les outils sont là, les documents sont là, les ouvrages sont là. Je crois que c'est à nous de faire cet effort-là. Il y a un effort personnel et collectif, certes, qu'il faut faire pour qu'on puisse, je pense, comprendre les religions par nous-mêmes, savoir qu'est-ce qui est recommandé, qu'est-ce qui ne l'est pas. Je pense que tous ces abus liés à l'interprétation, c'est parce que nous sommes ignorants de ce que nous recommande la religion. Et je crois que ça, l'effort, il est strictement personnel. Et peut-être il y a un accompagnement aussi que les associations doivent favoriser, qu'on comprenne notre religion, qu'on l'étudie et qu'on sache vraiment par rapport au texte qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui ne l'est pas. Comme ça, on n'est pas induit en erreur et manipulé comme c'est le cas aujourd'hui, parce qu'on entend beaucoup de prêches dans les radios, dans les télés, de plus en plus, et qui vraiment, je pense, ont un discours qui ne valorise pas la femme. Et je crois que ça, il faudrait qu'on ait un contre-discours qui nous dit réellement qu'est-ce que nous recommande la religion.
Et les animateurs aussi, je pense, qui ne sont pas forcément des oulémas, qui ne sont pas forcément des imams, qui participent aussi, je pense, à développer une culture vraiment de rabaissement de la femme, de dévalorisation de la femme. Je pense qu'il faut qu'on arrive à faire face et qu'on arrive vraiment à transformer cela et qu'on ait le discours vrai, le discours qui reflète ce que nous dit et nous recommande la religion. Je pense que c'est un travail individuel et personnel et aussi collectif que nous devons faire ensemble. Merci, cher professeur, vraiment. Ma question est la suivante. Comment alliez-vous vie de famille et vie intellectuelle, en fait? Voilà. La deuxième question, c'est quel est l'équilibre désirable entre les hommes et les femmes dans les foyers et les lieux de travail? Et une autre question, êtes-vous féministe? Si oui, comment l'assumez-vous dans une société comme la nôtre? Et comment l'avez-vous vécu? Et quel message lancez-vous aux jeunes femmes? Merci beaucoup, Koumbaye. Je pense que sur l'équilibre entre la vie familiale et la vie professionnelle, il y a beaucoup d'efforts que nous faisons, nous qui sommes des femmes professionnelles. Parce que effectivement nous avons à assumer notre rôle d'épouse, notre rôle de mère et aussi notre rôle de professionnel. Donc ça fait 3 rôles et je vais même ajouter un 4e rôle qui a trait à la vie sociale et associative et à l'engagement donc dans la vie de nos sociétés et que nous assumons, que nous devons assumer et que voilà, nous donnons les moyens, c'est-à-dire ça nous prend beaucoup de ressources personnelles, beaucoup d'énergie et voilà, beaucoup d'efforts. Et je crois que pour ça aussi, il faut travailler sur son environnement immédiat. Je pense qu'il faut arriver à bâtir des relations de confiance, des relations de respect et vraiment des relations, je dirais, amicales, vraiment dans l'espace familial. Parce que si on n'est pas dans un espace familial où on est épanoui, où on n'a pas beaucoup de soucis, disons, c'est difficile parce que c'est le premier espace de vie. Donc ça veut dire qu'il faut, avec son époux, construire une relation, il faut pouvoir négocier, il faut pouvoir vraiment faire de son partenaire un ami. Moi, ma chance, c'est que mon époux est déjà mon collègue, donc il est prof comme moi, il est quelque part aussi, on peut dire, militant des droits humains, il est actif dans la société civile, dans certains forums, donc il est assez sensibilisé sur les questions d'inégalité, sur les questions de société, donc voilà, ça c'est déjà, je pense, un avantage. Donc je crois qu'il faut déjà bâtir une relation de confiance, une relation où vraiment il y a un respect et un soutien qui est là pour les deux et principalement pour la femme qui a plus de responsabilités dans la famille. Et avec ses enfants, c'est pareil, je pense qu'il faut les responsabiliser. Moi, les aînés s'occupent des plus jeunes et je pense qu'ils ont aussi reçu une éducation qui fait que, voilà, ils savent qu'ils ont leur rôle à jouer. Il ne faut pas qu'ils attendent de papa et de maman tout. Il faut qu'ils s'assument aussi. Et puis, ils sont d'un certain âge aussi, je dois dire. Et puis, je pense qu'en dehors de ça aussi, il faut être très organisé. Je pense dans la vie d'une professionnelle, le premier élément, le premier atout, c'est d'apprendre à être bien organisé, d'apprendre à déléguer certaines choses que l'on peut déléguer aussi dans la famille avec les autres membres, parce qu'il n'est pas question d'assumer tout, de tout assumer. Je pense que c'est trop lourd et il faut apprendre à partager les tâches, à responsabiliser les uns
et des autres. Et ça participe, je pense, même à créer une bonne ambiance entre les uns et les autres. Et dans le milieu professionnel aussi, je pense qu'il faut apprendre à prendre sa place. Je pense que là aussi, il faut identifier dans son milieu les réseaux, les potentiels soutiens avec qui on peut travailler, parce que c'est très important, je pense, quand on veut construire une carrière, notamment à l'université, parce qu'il faut faire des recherches. C'est la recherche qui alimente les enseignements et qui alimente les productions scientifiques, les publications d'articles ou d'ouvrages. Et ça, il faut avoir des équipes, il faut avoir des collègues avec qui on travaille et qui donc partagent aussi leur savoir-faire. C'est en mutualisant, je pense, qu'on peut vraiment avoir un environnement de travail où on peut progresser, où on peut vraiment avoir une place. Et l'autre aspect, je pense qu'il faut participer à rendre nos institutions sensibles aux gens. Et moi, la chance que j'ai aussi, c'est d'être la responsable de la cellule genre et d'être responsable de co-construire avec les autres membres de la communauté une politique genre dans l'université, autant dans la gouvernance de l'université, autant dans les enseignements avec des cours qui portent sur ces problématiques-là, que dans la recherche, avec des sujets de recherche avec les étudiants et avec les collègues du labo sur des problématiques qui sont des préoccupations, et aussi donc sur l'aspect animation scientifique, organiser par exemple des randonnées ouvertes, où on a des espaces de convivialité, organiser des journées de consultation médicale, comme on l'a fait récemment avec Octobre Rose, pour sensibiliser sur des préoccupations de santé, ou de l'animation avec des conférences, des activités diverses comme ça, qui font changer les choses et qui font plus d'ouverture pour les uns et des autres, et une sensibilité sur les questions d'inégalité et sur la culture d'équité qu'il faut travailler à institutionnaliser dans les espaces professionnels, notamment à l'université. D'accord. Elle a répondu à la première question. Ouais. Et la deuxième, c'est quel est l'équilibre désirable entre les hommes et les femmes dans les foyers et dans le milieu du travail? Je crois que c'est dit en même temps là, parce que c'est dans le ménage qu'il faut construire une relation de respect, c'est ça l'équilibre, c'est ça. C'est une relation de respect, je veux dire d'amitié, je sais pas moi, de proximité, je crois que c'est ça. C'est ça qui permet de pouvoir négocier quand on veut faire des voyages, que ça ne soit pas difficile, que l'époux ne le voit pas de mauvais œil et qu'il puisse même jouer le rôle voilà, de parent qui est là et qui s'occupe des enfants, des choses comme ça. Donc je crois que c'est au niveau de la relation qu'il faut mettre en œuvre son jongé positif et sa capacité de négociation pour pouvoir, je crois, vraiment avoir ce que l'on veut et aussi être prêt pour aussi être disponible pour l'autre et à accompagner, je pense, donc les différents besoins des uns et des autres. Je crois que c'est essentiellement ça. Ça, c'est vrai. Il faut revenir sur ceux qui n'ont pas ce même... Même nous, on n'est pas aussi bien armés que ça. Ça, c'est vrai. Même dans le milieu universitaire, il faut développer ça. Ça, c'est à développer. Ça, tu sais, c'est pas facile. C'est pas facile du tout, du tout. Et ça, c'est l'expérience de vie qui fait ça. Et c'est quelque chose qu'on peut construire et qu'on doit construire. Les femmes doivent construire cela parce qu'on a besoin de ça. On a besoin d'avoir cette capacité-là à pouvoir négocier, à être souple, à être disponible, à savoir à quel moment on peut parler de ceci et de cela. Il faut être psychologue, il faut être... il y a un ensemble vraiment de capacités. C'est très difficile, mais c'est comme ça que les femmes peuvent s'en sortir et peuvent amener les autres à les comprendre et à adhérer à ce qu'elles veulent et à les accompagner dans ça. C'est ça. C'est pas évident, c'est pas facile, mais c'est ça, en réalité. Donc, la dernière question... Et c'est vrai que ce qu'il dit là, c'est important. Les femmes
dans certaines positions, analphabètes, rurales, sans revenu, sans aucune autonomie, dans un ménage triplement ou quadruplement polygame, où tu as vraiment à négocier déjà ta place. C'est plus difficile et ce n'est pas du tout évident. Quand on est dans ce cas-là, c'est vrai. Il y a, je crois, l'aspect diversité. Il ne faut pas qu'on pense qu'il y a une homogénéité dans la situation des femmes. Ça, c'est très important. Il n'y a pas d'homogénéité et il y a une grande différence selon le parcours qu'on a, selon la situation dans laquelle on est, selon l'environnement familial. Il y a vraiment tout ça, ça joue. Tout ça, ça joue et c'est vrai, c'est très important. Tout ça, ça participe à vos possibles, ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire. C'est très important. D'accord. Et la dernière question, c'était, êtes-vous féministe? Si oui, et je l'ai dit même quand je parlais de mon collègue qui m'a dit, mais ah Fatou, est-ce que vous êtes féministe? Moi j'ai entendu que vous étiez féministe avec un air tellement malheureux et tellement déçu. Et à qui j'ai dit, mais écoutez, oui. Et là, on s'est mis à discuter. J'ai dit, mais écoute, est-ce que tu sais ce qu'est féministe? Et je lui ai expliqué. Mais c'est vraiment juste vouloir avoir la place que je veux, avoir tout les possibles, avoir une carrière, pouvoir concilier cela, faire ce que j'ai envie de faire dans la société, ne pas avoir toutes ces limites et toutes ces barrières qu'on met devant les femmes parce qu'elles sont des femmes. Donc c'est pouvoir franchir ces barrières-là et vivre sa vie pleinement dans la société, pouvoir être épouse, mère, artiste, universitaire, banquière ou entrepreneur et en étant femme. Donc c'est ça en fait, être féministe, pouvoir bénéficier de ces droits, de tous ces possibles-là sans qu'on ne vous bloque parce que tout simplement vous êtes une femme. Et quel message lancez-vous aux jeunes filles d'aujourd'hui? Aux jeunes, je pense que ce qu'elles doivent retenir, c'est que l'éducation c'est très important. Il faut qu'elles fassent des études vraiment le plus loin possible, qu'elles fassent des formations pointues, qu'elles puissent vraiment cibler des carrières dans lesquelles elles puissent s'épanouir. Et pour ça, qu'elles puissent aussi faire des formations en développement personnel. Parce que souvent aussi, on a cette hésitation, on a ce manque de confiance-là qui fait qu'on est bloqué, on s'arrête quelque part alors qu'on peut aller plus loin. Et ça, c'est bénéfique autant pour soi que pour la famille, que pour la société. Et je pense que c'est ça que les femmes doivent retenir, que c'est possible vraiment de concilier la vie d'épouse, la vie de mère et une carrière professionnelle épanouie. Mais ça, c'est possible quand on a la capacité de négocier, quand on met en avant son punk positif et son jonge positif et qu'on a cette capacité de négocier autant dans la famille que dans le milieu de formation, que dans le milieu professionnel pour vraiment atteindre ses objectifs et se faire comprendre et avoir ces réseaux, que l'on sache que c'est tout simplement pour avoir sa place dans la société qu'on est engagé et qu'on milite pour le changement de perspective et comment on voit les femmes avec toutes ces limites-là, que ça puisse changer.